Rebonjour Kako, c'est un plaisir de te retrouver pour la deuxième partie de notre entretien dans le cadre de notre premier rendez-vous du PwC Solver Talks. Je le rappelle, tu es économiste, tu es chercheur, tu as été également ministre au Togo et tu es commissaire chargé du développement du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de l'UEMOA. Tu es également l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, L'urgence africaine, changeant de modèle de croissance, et en réponse, une solution pour l'Afrique, du protectionnisme au bien commun, paru en 2022. Dans la première partie de notre entretien, nous avons abordé les questions liées à la sécurité alimentaire, en intégrant la population d'ici 2050 de l'Afrique, 2,5 milliards d'habitants. Lors de cette première partie, où nous avons identifié les principaux déterminants pour pouvoir améliorer et donc répondre à la question de la sécurité alimentaire en Afrique, pour les Africains, mais également indirectement pour le monde, vu l'impact et le caractère très sensible de l'alimentation, on l'a dit, au-delà des aspects ou de la dimension nutritionnelle, de la dimension physiologique, c'est également un aspect social, économique, culturel, politique, culturel, j'insiste, et économique très important. Nous allons, dans cette deuxième partie de notre entretien, aborder la question de l'énergie. Parce que sans énergie, pas de sécurité alimentaire, mais également la question des jeunes, parce que nous avons, lors de la première partie, beaucoup parlé de l'exode rural, de l'urbanisation rapide, de l'absence d'accompagnement de nos paysans qui font que le monde rural s'urbanise, pour ne pas dire que le monde rural vient en ville. Et pour la première question de cette deuxième partie, je voudrais que tu me dises comment tu vois le mix énergétique pour l'Afrique face à son développement, en considérant que selon les chiffres de la BAD, 48% de la population en Afrique, soit à peu près 570 millions d'habitants, d'Africains, n'ont pas accès à l'énergie. 48%. Le niveau le plus faible du monde. En Afrique subsaharienne, lorsqu'on exclut l'Afrique du Sud, la consommation d'électricité par habitant est de 180 kWh, contre 13 000 kWh par habitant aux États-Unis et environ 6 500 kWh en Europe. Au-delà des questions environnementales, de cet accès à l'électricité, de la source de cette électrification, on sait que nous avons besoin, dans tous les cas, de pouvoir accéder en Afrique à l'énergie pour atteindre tous nos objectifs. En matière de développement, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'agriculture, l'industrialisation, les infrastructures, la création d'emplois ne se feront pas sans énergie. Et nous avons vu récemment, en marge donc, du sommet de l'Union africaine, une table ronde qui a regroupé les chefs d'État africains organisée par les partenaires au développement de l'Afrique pour échanger sur la sécurisation de l'accès universel à l'énergie en Afrique, avec comme objectif accélérer les actions pour que les Africains, tous les Africains aient accès à l'énergie d'ici 2030. Et selon divers experts également, l'accès à l'énergie va être essentiel pour soutenir l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine et également le marché unique africain de l'électricité qui, comme tu le sais, sont deux éléments clés de l'agenda 2063 de l'Union africaine pouvant permettre la création d'emplois productifs et les opportunités de croissance nécessaires aux aspirations d'une population jeune en croissance rapide. À ton avis, quelle démarche, quelle solution pour accélérer l'accès à l'énergie sur le continent? Qu'est-ce qui peut favoriser la mise en place du marché africain de l'énergie, qui est un des chantiers majeurs de l'Union africaine pour 2063? 2063. 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 2063
Merci beaucoup, parce que c'est une question stratégique, l'énergie. Et pour l'Afrique, c'est une question complexe parce que nous arrivons après les autres dans le process d'industrialisation. Et donc, nous arrivons à un moment où la prise de conscience aiguë des enjeux environnementaux fait que les ressources dites fossiles ne sont plus à la mode. Et donc, dans notre mix énergétique, les ressources renouvelables sont censées avoir une place de plus en plus importante. Et ce qui me fait dire deux séries de choses. La première série de choses, c'est qu'il faudrait que notre énergie fondée sur les ressources fossiles puisse bénéficier d'une plus grande justice. Tu l'as dit, un Africain sur deux est quelque part dans l'obscurité, mais avec de fortes disparités. Dans notre région, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on est à 18% seulement de gens qui ont accès à l'électricité. Et pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en termes d'aménagement du territoire, il y a des zones vierges du point de vue de l'électricité. Et c'est pour ça qu'à mon avis, l'enjeu autour du hors-réseau, c'est un enjeu fondamental. Comment stocker l'énergie pour que des pans entiers de nos territoires qui ne vont certainement pas bénéficier à court terme d'infrastructures dignes de ce nom, on ne va pas électrifier avec du fil des régions qui sont 4 fois plus grandes, enfin 4 fois plus grandes que l'Europe par exemple. Et donc là, c'est vraiment le hors-réseau. Et du coup, il faut mettre l'accent sur toutes les recherches à l'heure actuelle sur des batteries qui peuvent capter l'énergie solaire et garder cette énergie suffisamment longtemps pour qu'on puisse faire tout ce dont on a besoin. Nous, au Togo, on a essayé il y a quelques années ce qu'on appelait la Blue Solution, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas au point sur la captation et la capacité à garder, conserver l'énergie hors réseau. Il y a plein d'initiatives à l'heure actuelle. On espère qu'elles vont aboutir, mais c'est clair qu'il y a un problème d'injustice par rapport à l'accès à l'énergie. Après, il y a un deuxième enjeu. C'est l'arbitrage court terme, moyen terme. Le monde occidental nous a dit depuis 50 ans laisser le fossile et aller vers le renouvelable. Mais à la faveur de la crise russo-ukrainienne, on a vu que même ce monde développé qui a à cœur la préoccupation environnementale revient à l'énergie fossile. On a rouvert des centrales de charbon en Allemagne. On a de nouveau des discussions très fortes sur la capacité des majors à explorer pour développer encore plus de ressources fossiles. Donc, et les Africains, et on le voit dans toutes les dernières grandes conférences africaines, les Africains commencent à dire « Oui, mais vous ne pouvez pas nous interdire d'investir dans le fossile, parce que nous avons des urgences. » Et pour moi, cet arbitrage est un arbitrage douloureux, mais qui renvoie chaque fois à l'impératif de négociation pour que nous ne sacrifions pas l'avenir de nos enfants pour le bénéfice d'aujourd'hui, pour nous. Et il faudrait des systèmes de compensation, me semble-t-il. Il n'est pas normal qu'il y ait de tels écarts entre la consommation moyenne américaine et la consommation moyenne de l'énergie en Afrique. Entre la consommation moyenne de l'énergie en Afrique dans les villes et la consommation moyenne de l'énergie dans nos campagnes. Et donc, il y a vraiment besoin d'avoir à cœur la question de l'équité dans
la distribution de l'énergie, mais aussi la question de la préoccupation environnementale. Nous ne pouvons pas simplement dire parce que les autres, quand ils se sont développés, quand ils se sont industrialisés, l'énergie n'était pas une contrainte liée à l'environnement pour, en fait, nous exonérer de notre responsabilité commune, mais différenciée par rapport à la préservation de nos écosystèmes naturels. Ça veut dire qu'on reviendra encore à la solidarité pour la communauté internationale. Et lorsqu'on revient à la question de la solidarité, quelque part, tu as indiqué donc une compensation. On va donc parler des financements, d'économie. Aujourd'hui, pour être en hors réseau, ça va nécessiter des moyens importants. Est-ce que, de ton observation, on le retrouve dans les budgets, dans les politiques de nos États en Afrique? Non. Clairement, non. C'est comme pour l'agriculture. On a eu la déclaration de Maputo, puis celle de Malabo, qui demandait qu'on consacre pour ces secteurs vitaux au moins 10% des dépenses budgétaires. Mais on dépasse rarement les 4%, les 5%. Et donc, on est toujours pris dans ce que j'appelle la dictature des urgences. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas, justement, à adresser des politiques de moyen long terme dans le domaine de l'énergie. Mais on fait quelque part quelque chose qui est dangereux, c'est qu'on demande aux grandes multinationales, au fond, d'explorer pour nous, d'exploiter pour nous, et quelque part même d'exporter pour nous. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de souveraineté. Cette question revient. Je dirais même de transformer pour nous. Exactement, exactement. Tout à fait. Donc, il y a un vrai enjeu autour de l'énergie, mais ça ne peut pas être l'enjeu du 19e siècle occidental. C'est l'enjeu du 21e siècle africain, c'est-à-dire mettre au cœur la préservation des écosystèmes. Ça me paraît fondamental. C'est vrai que c'est fondamental parce qu'il s'agira d'éviter de se retrouver pour nous dans 30-40 ans à subir déjà les impacts de l'environnement, surtout que nous le subissons. Tu le disais tout à l'heure, c'est déjà une urgence, c'est un impératif. Et une fois qu'on a dit ça, la question c'est le chemin critique pour y arriver, il est clair. Comment on s'organise? Comment s'organise l'Union africaine en marge des sommets, en marge des tables rondes? Comment est-ce qu'on analyse, ou alors quel est le point de départ? Et à partir de ce point de départ, on peut progresser et mesurer les étapes vers une mise en œuvre concrète des politiques que nous prenons, ou alors des déclarations de Maputo ou de Malabo. Comment clairement on peut démontrer que c'est un challenge, c'est quelque chose qui empêche vraiment à nos États de dormir? Oui, je crois qu'il faut renouveler les paradigmes. Pour l'Afrique, clairement, il faut reprendre le dossier du panafricanisme. Vous savez, au moment des indépendances, des années 60, il y avait deux groupes. On appelait le groupe de Casablanca, qui était le groupe des fédéralistes, ceux qui voulaient des États-Unis d'Afrique. Et puis le groupe de Monrovia, qui disait non, il faut développer nos sous-régions avant d'envisager un jour éventuellement un État fédéral. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est le hiatus entre un discours très volontariste fondé sur l'économie et le marché, donc la zone de libre-échange continentale africaine, le marché unique de l'électricité et d'autres ambitions, et au fond, l'absence de vision politique. Et donc, est-ce qu'on veut une fédération? Est-ce qu'on veut développer les sous-régions? Est-ce qu'on veut faire les deux? Mais si on veut faire les deux, où est-ce qu'on met le curseur? Et donc, la discussion autour de la vision qu'on veut pour notre continent, elle me semble très maigre quand je compare à toutes les initiatives qui sont prises en termes purement marchands.
Et c'est pour ça que j'ai peur que la zone de libre-échange continentale africaine soit le cheval de Troie des grandes multinationales qui voient bien que l'Afrique est la dernière frontière de croissance. Et c'est pour ça que je dis que ces ambitions économiques très fortes ne peuvent pas faire l'économie d'une discussion sur la vision politique. Parce que c'est par la définition d'une vision politique consensuelle et inclusive que nous pourrons répondre aux questions qu'on aborde depuis le début de notre entretien. Un exemple très simple. Comment voulez-vous mettre sur le même marché le Maroc et le Burundi, okay, l'Égypte et la Gambie? Même le Nigeria et la Gambie. Vous savez que le produit intérieur brut de la Gambie, c'est-à-dire que ce que les Gambiens arrivent à produire comme richesse en travaillant pendant une année, ça correspond exactement à ce que les Nigérians produisent en 23 heures. C'est-à-dire que quand le Nigeria travaille pendant 23 heures, donc moins d'une journée, ce qu'il produit, ça correspond à ce que produit toute la Gambie pendant un an. Donc ça veut dire que quand vous mettez sur le même marché le Gambien, le producteur gambien et le producteur nigérien, le Gambien il disparaît. Parce que le Nigérian, lui, il a un marché de plus de 150 millions quand il produit. Donc ça veut dire que si vous voulez qu'il y ait une zone de libre-échange continentale africaine qui fonctionne, ça veut dire qu'il faut accepter des transferts de ressources, des transferts budgétaires des pays les plus riches vers les pays les plus pauvres. Qu'on puisse faire le renforcement de capacité des régions les moins dotées en capital humain pour qu'on puisse exister ensemble sur le même marché, en fait. Et donc, c'est pour ça que toutes ces questions fondamentales, la sécurité alimentaire, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, toutes ces questions ne peuvent trouver sens et cohérence qu'à l'intérieur d'une vision politique assumée pour l'Afrique. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et qui nous ramène donc au bien commun, Tout à fait. y compris sur la question de l'énergie et de l'électricité. Et je me dis, tu observes justement qu'il y a vraiment un discours volontariste, Tout à fait. mais qui n'est pas nécessairement appuyé par une politique, en tout cas assez responsable, assez engagée. Tout à fait. Quelles sont les 2 ou 3 actions où tu penses qu'on peut mettre les deux en cohérence pour pouvoir résoudre, ou en tout cas résoudre de manière significative, la question de l'énergie qui est assez cruciale, tout comme celle de l'agriculture, et qui va impacter donc cette population jeune de l'Afrique et donc du monde? Oui, c'est un point crucial. Moi, je crois que justement, il faut mettre les jeunes dans la boucle. C'est fondamental. C'est-à-dire que le monde va tellement vite en termes d'innovation technologique, de disruption numérique, que c'est ceux qui vont vivre le monde de demain qui doivent pouvoir le construire aujourd'hui. Et donc, il faudrait que dans toutes nos assemblées, dans toutes nos réunions, dans tous nos séminaires, qu'il y ait une taille critique de jeunes. Parce que c'est eux qui vont piloter le monde de demain. Il faut absolument travailler aussi la question de la légitimité. Je disais au début de notre entretien que nous avons des États, nous n'avons pas des nations. Et donc, la question de la légitimité de l'action publique, elle est consubstantielle à l'impératif d'interroger les masses. On ne peut pas, dans une vision purement verticale, décider de ce qui est bien pour le milliard d'Africains. Ça veut dire qu'il faut qu'on reconsidère le fonctionnement de nos parlements, donc de nos assemblées, qu'on mette l'accent sur l'endogène, ce qu'on appelait l'arbre à palabres, c'est-à-dire ce qui fait déjà sens pour les communautés africaines. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les communs qui regroupent 3 choses: l'identification des ressources,
identification des parties prenantes et la mise en place des règles de gestion partagée, en fait. Et un élément qui me tient particulièrement à cœur, au fond, c'est toutes ces grandes initiatives autour du marché, autour du privé africain, mais dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, toutes ces grandes initiatives ne font pas l'objet de référendums, en fait. C'est hyper important. Quand les Européens ont voulu mettre en place leur monnaie, l'euro, ils ont fait un référendum de Maastricht pour savoir s'il faut y aller ou pas. Mais on a l'impression qu'il y a des gens très haut placés en Afrique, l'élite, qui prend des décisions sans consulter le peuple, et dans tous les domaines. Et donc ce déni démocratique, nous le payons justement en termes de lenteur de réalisation concrète. Mon ami Carlos Lopez, qui était secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, a l'habitude de dire « Les Africains aiment célébrer les promesses, il serait temps qu'ils célèbrent des réalisations. » Et donc, l'enjeu, et tu le soulignes très bien Nadine, c'est comment faire pour que les promesses ne restent pas à l'état de promesses, pour que les projets ne restent pas à l'état de pilote, pour qu'au fond, cette transformation structurelle des économies africaines puisse être une réalité. Et tous les travaux menés sur les réussites qu'on appelait le miracle asiatique mettent en évidence 5 facteurs. 5 facteurs. Le premier, c'est le travail. On ne peut pas avoir les taux de sous-emploi que nous avons en Afrique. Parce que la première richesse, c'est la vitalité, le travail. Ensuite, le capital. On est loin du compte. On est loin du compte. Il y a un gap à combler en termes de disponibilité des capitaux. 3, c'est le progrès technique, l'innovation. Il n'y a pas de réussite sans innovation. Et donc, les nations qui se sont développées, ce sont des nations qui ont innové. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que dans nos pays, il y ait ce qu'on appelle des systèmes nationaux d'innovation et de recherche. Pour que toute cette intelligence qu'on observe au quotidien en Afrique puisse être mise ensemble pour créer la transformation structurelle. Et donc, la recherche en vue du progrès technique. Le 4e facteur, c'est ce qu'on a appelé les institutions, qui sont les règles du jeu. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une des difficultés que nous avons en Afrique, c'est que dans le même espace cohabitent des temporalités différentes. Il y a des gens qui sont au Moyen-Âge, d'autres sont déjà au XXIe siècle. Et donc, c'est difficile de mettre en place les règles du jeu, que sont les institutions, qui sont des compromis stabilisés. Vous voyez? Et enfin, 5e élément, c'est la gouvernance. Comment on pilote ça? Comment on pilote nos institutions? Vous voyez? On parle de la bonne gouvernance, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La gouvernance des Chinois, ce n'est pas la gouvernance des Américains. Vous voyez? Quelle est la gouvernance des Africains? Sur quoi s'appuie-t-elle? Et comment est-ce qu'elle veut être évaluée? Vous voyez? Donc, la question de la redevabilité, la question du contrôle citoyen de l'action publique, ce sont des questions qui sont au cœur, qui devraient être au cœur de la gouvernance africaine. Absolument. Et au cœur de la gouvernance africaine implique nécessairement de tenir compte d'un constat. Aujourd'hui, plus de 62% de la population en Afrique, je pense, a moins de 25 ans. Les personnes qui décident ont largement plus de 25 ans. Et s'il n'y a pas cette rencontre, s'il n'y a pas cette imbrication pour définir comment on se projette, sachant qu'on se projette plus en dessous de 25 ans qu'au-delà de 50 ans, comment les jeunes doivent pouvoir s'imbriquer ou s'intégrer dans ces discussions. Il n'y a pas toujours de démarche inclusive. Tu prenais l'exemple du référendum. Il n'y a pas toujours de démarche inclusive, mais la réalité, c'est que nos jeunes, ces jeunes, c'est eux, le monde d'aujourd'hui. Ce sera encore plus le monde de demain.
Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'ils doivent arrêter de faire? Qu'est-ce qu'ils doivent commencer à faire et qu'est-ce qu'ils doivent continuer de faire? Parce que ces discussions, au-delà des discussions, sont des défis que nous vivons et qui le seront davantage s'il n'y a pas d'apport de solutions concrètes. Tout à fait. Non, on est vraiment au cœur de notre échange, Nadine, parce que ce qui est caractéristique de l'Afrique et qui nous différencie du reste du monde, c'est qu'on a la population la plus jeune. Et comme tu l'as si bien dit, et on peut en rajouter, 40% de la population a moins de 15 ans. Et c'est une population dont la taille double tous les 25 ans. Et donc, la question de la formation et de l'éducation des jeunes me paraît être la question fondamentale. C'est-à-dire déjà former des citoyens, des gens qui ont le sens des devoirs et pas seulement des droits. Ça suppose des montants colossaux en termes de budget. Et budget scolaire, budget des universités, budget en termes de formation technique. Parce qu'au fond, le modèle dont nous avons hérité est un modèle qui met beaucoup l'accent sur le secteur public, sur la fonction publique, et très peu l'accent sur le secteur privé, sur la capacité à développer de l'enseignement technique bien professionnel. Et surtout dans les pays francophones, nous avons ce chemin à faire, c'est-à-dire valoriser l'enseignement technique et professionnel autant que l'enseignement dit général. Nous devons ensuite, et c'est impératif, transformer sur place nos matières premières. Ça fait des années qu'on le dit, des décennies qu'on le dit, mais ce n'est pas parce qu'on le répète que ce n'est pas vrai. Il faut le répéter, mais mettre en place le cadre pour. Et dans mon dernier ouvrage, je plaide pour le néoprotectionnisme. Parce que si nous voulons transformer sur place nos matières premières, nous devons pouvoir protéger nos industries dans l'enfance. Et donc, nous devons réduire l'exposition de la concurrence avec le reste du monde. C'est comme ça que toutes les nations se sont développées. Elles ont toujours été protectionnistes jusqu'à pouvoir développer des performances capables de les mettre en face du reste du monde. Lorsque Friedrich List, un des pères du protectionnisme allemand, développait son protectionnisme éducateur, c'est parce que l'Allemagne ne voulait pas supporter la concurrence de l'industrie britannique. Et lorsque Alexander Hamilton faisait la même chose aux États-Unis, c'était pour le même principe, en fait. Et donc, il y a clairement un enjeu de protection des industries dans l'enfance. Et c'est dans cette industrie dans l'enfance que vont être recrutés nos jeunes. Et quand je dis de l'industrie, il y a l'agro-industrie qui me semble être quelque chose de tout à fait naturel. Parce qu'on est des pays à forte majorité agricole. Et donc, on voit vraiment comment se met en place le triptyque État, territoire et société. C'est des États qui n'ont pas seulement comme objectif les grandes métropoles urbaines et donc la décentralisation pour aller vers les territoires. Des sociétés qui ne sont pas simplement des sociétés gérontocratiques comme elles le sont à l'heure actuelle, puisqu'on se rend bien compte qu'en Afrique, les femmes et les jeunes sont une majorité démographique, mais une minorité sociale, en fait. Et donc, il faudrait arrêter de prendre les jeunes comme des cadets sociaux et leur faire confiance. Et je pense que nous avons tous les éléments pour, en termes d'accès à la terre. Donc, nous, à l'UEMOA, on vient de mettre en place l'Observatoire régional du foncier rural, l'ORFAO, pour que nos jeunes puissent accéder à la propriété. Et cette propriété foncière va leur permettre d'accéder au crédit, puisque souvent c'est le foncier qui sert de collatéral, en fait,
et à partir de là, avoir la terre, avoir le crédit, eux-mêmes peuvent travailler déjà, puisqu'ils sont des bras valides. Et je ne vois pas comment l'Afrique ne pourrait pas s'en sortir. Comme ça, on a 650 millions d'hectares de terres arables. En fait, un pays comme la République démocratique du Congo, tout seul a 80 millions d'hectares de terres arables. Donc, si vous avez la terre, vous avez le capital via le crédit et vous avez déjà le travail, il n'y a aucune raison que la jeunesse africaine ne s'en sorte pas. Évidemment, si on garde le modèle actuel, qui est le modèle qui privilégie l'extraversion, c'est-à-dire que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien, évidemment, toute notre jeunesse n'aura les yeux braqués que vers le reste du monde. Et rien sur la richesse que constitue l'Afrique aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un travail de l'élite africaine qui doit être fait pour conscientiser la jeunesse africaine. Et la meilleure manière de rendre consciente la jeunesse africaine, c'est non pas de leur sériner des leçons tous les jours, mais d'être des modèles dans la manière dont nous-mêmes qui sommes aux manettes, nous gérons ou nous ne gérons pas l'intérêt général, en fait. Vous voyez? Donc, moi, je pense que les jeunes sont prêts, mais il faut qu'on les accompagne. Et pour les accompagner, il faut qu'on soit des modèles et pas des donneurs de leçons. Il faut que nous soyons des donneurs d'exemples, en fait. L'exemple, effectivement, vaut mieux que la leçon. Tout à fait. Et pour nos jeunes qui représentent véritablement le futur, non pas seulement de l'Afrique, mais même le futur du monde, il est vraiment important que nous les accompagnions, qu'ils aient les outils et les clés. Et tu l'as très bien dit, ça nécessite des budgets importants, des budgets colossaux. Aujourd'hui, on parle des objectifs de développement durable. Il y a différentes déclarations sur la santé, sur l'éducation, mais on ne le retrouve toujours pas dans l'allocation de budget. Mais mieux encore, lorsqu'on parle de formation et surtout d'éducation, les modèles aujourd'hui éducatifs ou les supports n'intègrent pas suffisamment la dimension culturelle, la dimension régionale ou même sous-régionale ou même locale ou territoriale. Et tant qu'il y aura cette déconnexion, est-ce qu'en termes d'éducation, on va pouvoir répondre? Parce que même si on a le travail, on règle la question du foncier, la question du financement de l'accès au crédit, il y aura toujours la question également de la rémunération du travail agricole. Il y aura des modèles éducatifs différents de ce que sont nos réalités et de ce que peut être notre futur. Comment tu vois l'articulation, l'harmonisation de ces différents enjeux? Oui, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a une schizophrénie à l'heure actuelle qui est difficile à résorber, au fond. Mais moi, je suis confiant dans la mesure où l'histoire de l'humanité nous montre que les peuples ont toujours trouvé, via leur génie propre, les solutions aux problèmes qui sont les leurs. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, notre génération, c'est assainir le cadre. Assainir le cadre, ce serait un exercice, à mon avis, dangereux que de vouloir imposer à ces jeunes l'organisation du monde dans lequel ils vont être. Mais il faut que nous leur créions les marges de manœuvre les plus importantes possibles. Et ces marges de manœuvre, c'est l'éducation, le renforcement de capacités, l'éducation tout au long de la vie, la formation tout au long de la vie, la maîtrise des technologies, de l'information, de la communication. Et puis, leur donner de la confiance. C'est-à-dire que leur monde doit être construit par eux et pour eux. Nous sommes une génération intermédiaire, c'est-à-dire que le modèle de l'État westphalien a été au cœur de la construction post-indépendance issue de la colonisation. Ce modèle trouve aujourd'hui ses limites. Nous en avons largement parlé.
Mais nous devons aujourd'hui mettre un peu comme les petits cailloux sur le chemin, ce qu'on peut qualifier d'expériences localisées qui peuvent faire le passage à l'échelle. Et c'est comme ça que nous pouvons regrouper au fond le macro et le micro. Et moi, à titre personnel, je pense que c'est par les biens communs qu'on peut y arriver. La capacité pour de petites organisations à se mettre d'accord sur ce qui est l'essentiel et construire les mécanismes institutionnels de préservation de ce qui est essentiel, que ce soit des biens tangibles ou des biens dits informationnels, des biens intangibles. Et c'est comme ça que progressivement, on pourra réduire l'écart entre le niveau macro et le niveau micro. Je pense qu'il n'y a pas d'autre voie, en fait. Il n'y a pas d'autre voie parce que nous n'avons pas été formés pour répondre aux besoins de nos populations. C'est-à-dire que nous avons été formés historiquement pour répondre aux besoins des autres, en particulier du colonisateur. C'est dans cette optique que les élites africaines ont été formées, en fait. Et donc, il y a, me semble-t-il, un enjeu, c'est celui d'identifier dans les générations montantes des gens capables de porter ce développement endogène, en fait. Et un développement endogène qui ne veut pas dire de l'autarcie, mais, comme disait Samir Amin, la déconnexion. Samir Amin disait il faut se déconnecter de l'Occident et même de l'Orient si on veut se développer en Afrique. Et donc, que nous soyons conscients de ce qui est bien pour nous, en fait. Et ça, je crois que les jeunes l'ont très bien compris. Tous les mouvements des jeunes sont des mouvements qui revendiquent de l'autonomie, de l'authenticité. Et ça, nous, notre génération, a l'obligation d'accompagner cela, en fait. Ça me paraît fondamental. Et on peut l'accompagner de deux manières. D'une manière du nord vers le sud, c'est-à-dire relayer les thèmes importants de l'agenda international du développement. Et c'est ce que tu viens de dire autour des ODD, par exemple. Donc, traduire cela dans notre contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Et de la manière aussi symétrique, porter vers l'agenda international du développement les préoccupations des populations à la base. Et donc, c'est dans ce double jeu, en fait, d'intercession que peut, à mon avis, se frayer un chemin que j'appelle de prospérité partagée. Très bien. Merci beaucoup, Kako. Merci. Merci pour ces solutions qui vont au-delà même de pistes de solutions. Merci pour cette contribution très importante à cette transformation de notre continent. Merci d'avoir participé à cette première édition en deux parties des PwC Solver Talks et j'espère avoir le plaisir de te retrouver bientôt à l'occasion d'un prochain ouvrage autour de la transformation de l'Afrique. Merci. Merci à vous. Merci.